L'actu de ce matin sur Matin d'Éden, nous sommes le 20 septembre 2022, mardi, nous sommes au lendemain de la rentrée des classes, premier jour justement de la rentrée scolaire. On a parlé de la rentrée scolaire hier en plateau, on a promis en reparler aujourd'hui, et bien nous y sommes. Comment réussir l'année scolaire? Aujourd'hui, ce qu'on se propose de faire, c'est de prodiguer des conseils aux différents acteurs du milieu éducatif. Il s'agit autant des élèves, des enseignants que des parents d'élèves. Pour faire l'exercice ce matin, chers amis, évidemment, ce sera avec vous, avec vos appels au 96 76 68 68 sur la fin de la rubrique et donc de l'émission. Mais j'ai aussi avec moi en plateau Laurent Roland Tononiquez. Laurent, merci d'être resté. C'est moi. Et merci au directeur Euseb Patinvo de nous avoir rejoints en plateau. Directeur, bonjour. Bonjour, Ahmed. Amis téléspectateurs, bonjour. Je me suis essayé à, on va pas dire à un jeu, mais à poser une question hier en plateau à Stanislas Samoa. Et ce fut plutôt intéressant, donc je vais vous faire la même question très rapidement. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais on y va. Alors, j'ai besoin que vous me racontiez une anecdote en rapport avec votre premier jour de classe. Mais en tant qu'enseignant, pas en tant qu'élève. Je précise que le directeur Patinvo est donc un enseignant à la retraite. Votre premier jour de classe en tant qu'enseignant? En tant qu'enseignant, oui. Bon, c'était au bord de l'eau, à Bodje, Zinvier. Ok, pas loin d'ici. Pas loin d'ici, mais ça n'a pas été facile. Un terrestre qui se retrouve au bord de l'eau. Ah oui, ah oui. Mais heureusement, c'est aujourd'hui qu'on parle de pré-rentrée. Donc, quand ma décision de nomination dans le corps de l'enseignement est sortie, bon, j'ai un oncle, paix à son âme, M. Epiphane Pativo, qui a dit qu'il va m'accompagner. D'accord. Donc, il m'a accompagné 2 jours avant la rentrée et il fallait traverser l'eau. Ce n'est pas une expérience, ce n'est pas facile. Facile à faire. Mais quand on s'en allait en chemin de Calavi jusqu'à Bodje, il me disait, le premier repas, le premier accueil est l'essentiel. C'est ça. Donc, l'eau qu'on va te donner, tout ce qu'on va te donner, tu dois goûter à tout. Voilà. Effectivement, on se fait accepter par au bord de l'eau, il y avait de grandes bacs là, mais on nous a donné une bac très exiguë. Bon, il a dit, monte mon enfant. Je l'ai suivi, on est descendu. L'eau qui était au bord de la rivière, on ne se baigne pas dans la même eau plusieurs fois. Je ne le savais pas. Je l'ai appris en classe de philosophie, mais je l'ai découvert le jour-là. Et j'hésitais à boire de l'eau. Il a dit, mon enfant, qu'est-ce que je t'ai dit, bois? J'ai pris cette eau-là. Vraiment, toute la population était en liesse. Qu'est-ce qu'on n'a pas sorti comme boisson pour m'accueillir? Donc, c'était le premier choc, mais c'était la première réussite dans l'éducation. Choquez-nous encore plus en nous donnant, en nous précisant l'année. C'était le 2 novembre 1983. Oui, c'est très choquant. C'est très choquant. Oui. Je ne suis pas sûr que... Donc, on m'a bien reçu. J'ai été découvrir la classe qui était à côté d'une bergerie. Donc, mon oncle m'a demandé rapidement, avec mes cousins, mes neveux, on emballait la classe. D'accord. Et vraiment, c'était bien. J'ai été bien accueilli. Et la rentrée a pu avoir lieu. Oui. D'accord. Oui. Ça, c'était le souvenir donc du premier jour de classe en tant qu'enseignant. Alors, on fait le même exercice avec Laurent très rapidement. Premier jour de classe en tant qu'élève, vous n'avez pas été enseignant? Je n'ai pas été enseignant. Est-ce que je sache? Moi, j'ai été enseignant après, pour quelques années. D'accord. Mais au fait, pour ma première année d'expérience en tant qu'élève, je veux dire... Cours d'initiation, je suppose? Oui, j'ai jamais fait la maternelle, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas trop. Non, c'est vrai que... Oui, c'était en 1991. À Porte-Nouveau, à l'EPP Olinda. D'accord. Et donc, j'étais chez 91, c'est pas si choquant que ça. Mais bon, j'étais chez mon oncle à Porte-Nouveau et donc on devait quitter Adjinan pour aller à Porte-Nouveau. Et donc, le premier jour, on nous a indiqué l'endroit. C'est vrai que j'étais avec un oncle mais qui avait amené son enfant à l'école. Nous autres qui étions des enfants confiés, on nous a indiqué l'endroit. On s'est débrouillé pour se retrouver là-bas. D'accord. Et avec tout le stress possible, j'étais assez timide à l'époque. Donc, on m'a amené dans l'école, on m'a dit, mais tu dois apprendre à te débrouiller. Voilà, donc c'est comme ça a été. D'accord. Ouais. Le dépaysement et tout ce qui tourne autour, le stress, mais on fait avec quand même. Beaucoup de stress, beaucoup de stress et beaucoup de difficultés. Difficultés, de peur, tout ça. Peur, mais oui. après, tout s'est parce que bien je me passé. disais, est-ce que je peux, mais à l'époque, parce que j'avais été
Bon. Il a peu, comme qui dirait non. Il a pu le faire. Directeur Eusèbe Patino, la rentrée a eu lieu. Hein, la rentrée est effective depuis hier au Bénin. Je sais que vous êtes enseignant à la retraite, mais vous êtes toujours au cœur de ce système. La preuve, hier, on n'a pas pu vous avoir en plateau. Non. Parce que vous étiez en situation de classe. Non, j'ai amené mes petits-enfants à l'école. D'accord. Comme l'a dit le maître Amoussa. C'est les petits-enfants que j'ai maintenant oui. dont vous prenez soin. Alors, il s'agit pour nous, au détour de ce plateau, de prodiguer des conseils aux différents acteurs, apprenants, donc élèves, aux parents d'élèves, mais aussi aux enseignants. Hein, parce qu'on n'en parle pas souvent quand on prodigue des conseils à l'orée d'une nouvelle rentrée. On a tort souvent de ne pas prodiguer des conseils aux enseignants, surtout les plus jeunes. Alors, directeur, on va commencer par les élèves, justement. Quels sont les conseils que vous aurez à leur prodiguer? Je pense que ce que je leur dis, je leur souhaite une année scolaire apaisée, réussie, et qu'ils aient à l'esprit qu'ils ont un objectif à atteindre, accompagnés et de leurs parents et de leurs enseignants. Bien. Aussi, ils doivent se dire, je connais beaucoup de choses. Le maître facilitateur ne fera qu'orienter. Il n'y a pas de peur. Il faudrait qu'ils se disent aussi, finir les grasses matinées, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais oui, malheureusement. Nous sommes au travail et que je dois être à l'école 30 minutes au moins avant les cours pour assurer la propriété des lieux. On est mieux servi que par soi-même, assurer sa propre sécurité, vérifier si mes outils que j'ai apprêtés la veille sont là pour le premier cours, le réviser et attendre le maître ou le professeur. D'accord. En classe, quand je n'entends pas bien ce que dit le maître, le professeur ou bien mon camarade en travail de groupe, je lève le doigt, je pose la question, c'est mon droit. Pas de peur. Pendant la récréation, vite aller faire ses besoins, manger et vite revenir en rang en classe. Et à midi, rentrer librement chez soi. Aussi, il ne faudrait pas se confier à n'importe qui dans les jeux, avec les camarades, vite rentrer pour préparer la deuxième journée. Et il n'est pas exclu aux autres. Avant, dans l'ancien temps, on ne le faisait pas. Il y avait le seau d'eau, mais chacun doit avoir sa gourde d'eau et boire même en situation de classe quand j'ai soif. Il faut discipliner les enfants. Bien sûr, ça se faisait avant, effectivement. Demander quand on a envie d'aller aux toilettes, y aller et revenir, suivre ses cours. D'accord. Voilà quelques conseils donc à prodiguer aux élèves à l'entame de cette rentrée scolaire. Je demanderai à Laurent Tonenquès, en tant que parent d'élèves justement, quelles sont les dispositions qu'il prend lui par exemple pour que ses enfants puissent, on va dire, avoir une année scolaire couronnée de succès. Je crois que comme certains parents, je ne dirais pas tous parents, je ne sais pas si tous les parents ont pu le faire. Hier, j'étais dans l'école de mes enfants, bien évidemment. Et j'ai, le premier jour. Oui, et puis, fort heureusement pour moi, je ne devais pas être au plateau hier, donc ça m'arrangeait bien évidemment. Oui, et donc, j'ai amené mes enfants à l'école et j'ai pu choisir à chaque enfant, en tout cas, être rigoureux sur les positions que les enfants doivent choisir dans les classes. La plus petite qui est avec moi, je lui ai dit clairement qu'elle devait s'asseoir devant. Et déjà dans la première rangée. C'est vrai que hier, quand j'ai quitté, elle a dû changer. Elle s'est déplacée. Donc je dois pouvoir régler ça encore pour dire tu retournes à la place. Pour dire déjà, il faut déjà commencer par voir où est-ce que vos enfants s'asseyent en salle. C'est vrai que derrière aussi, c'est réservé pour que l'on aille s'asseoir là. C'est vrai, mais quand vous avez la possibilité que votre enfant aille s'asseoir devant, c'est toujours mieux. Il est beaucoup plus remarqué dans une certaine mesure et suit très bien. Parce que quand les enfants sont derrière et qu'il y a d'autres brebis galeuses derrière, c'est que ils s'amusent tout le temps. Mais devant, tu ne peux pas te permettre certaines choses. Bien sûr, puisque on n'a plus pas là. On n'a plus pas là. Donc, on sait que quand on est devant, on ne se permet pas certaines choses. Donc, déjà, faire en sorte que si vous avez la possibilité d'amener l'enfant dans l'école, mais malheureusement, la première journée est passée. Si l'enfant doit s'asseoir devant... C'est encore possible de le faire. Voilà, donc permettre à ce que parce que les enfants vous diront après, ne pas recopier le cours, et vous diront après que je suis derrière, je ne vois pas bien. Et pourtant, ils voient très bien. Donc, s'il était devant, il ne peut pas utiliser cet argument-là. Première chose. Deuxième chose, quand vous avez fini d'acheter les cahiers pour les enfants, et quand on demande des livres pour les enfants, il faut les acheter. Il faut faire l'effort de les acheter. J'ai donné mon expérience une fois. Même si la morosité... Voilà, non, il faut se débrouiller. Moi, j'ai donné l'exemple
du troc des cahiers et des livres, par exemple. J'en ai parlé ici pour dire, s'il y a un voisin dans votre quartier qui a fait, peut-être, dont l'enfant a fait la 5e l'année passée, et que votre enfant est en train de faire la 6e, passe en 5e, et que l'enfant du voisin passe en 4e, autant mieux aller voir ce voisin pour dire, mais faisons les trocs, j'ai besoin des cahiers de 5e, les livres de 5e de ton enfant à donner à mon enfant, et là on te retourne ça. C'est pourquoi le vivre ensemble, on doit pouvoir promouvoir ça. Si vous entendez bien avec votre entourage, ça ne pose aucun problème. J'ai donné l'exemple ici pour dire, mais moi par exemple, j'ai eu 17 de moyenne en 4e. Et c'est la seule fois que j'ai eu une bonne note en physique. La seule fois que j'ai eu une bonne note en physique. 17 de moyenne. La recette, c'était parce qu'une bonne volonté, cette année, m'a donné le livre de physique. Je lui ai écrit une lettre parce que j'avais peur de soutien. J'ai écrit une lettre et je lui ai adressé ça pour dire j'avais besoin de soutien et que j'avais besoin de livre de physique. Et cette personne, qui est de mon village, l'un des riches de mon village, qui m'a appelé un jour, qui vient me voir dans mon bureau, je le vois, m'a donné l'argent. Je suis allé acheter le livre de physique et le reste m'a permis de payer de ma scolarité en 4e. Et cette année, j'ai eu 17 de moyenne physique. Vous imaginez. Un record. Un record. Comme moi, mais en 3e, je cherchais des livres, il n'y avait personne. Et qu'est-ce que j'ai pu avoir? J'ai eu 4 de moyenne au BPC. Oula. Et donc, je me suis retrouvé. En physique, évidemment. En physique, bien évidemment. Donc, je me suis retrouvé d'abord à 7, 8 en classe. Et puis, au BPC, j'ai eu 4 de moyenne. Ça veut dire que si j'avais le livre, je ne serais peut-être pas allé faire une série littéraire, mais j'aurais pu faire peut-être une série scientifique. Donc, les documents aussi, il faut les acheter aux enfants. Donc, quelles qu'en soient les difficultés, organisons-nous autrement. Et comme certains parents, dès déjà le 19 septembre 2022, commencez par préparer septembre 2023. D'accord. L'argent que vous devez prendre pour aller vous asseoir, pour peut-être vous permettre certaines distractions à la limite qui ne sont pas pour autant utiles pour vous, mais cotiser l'argent quelque part pour ne pas venir pleurnicher en septembre 2023. À l'orée de la prochaine rentrée. Pour dire que oui. Ça, c'est pour les parents qui ont réussi, Laurent, je ne vous coupe pas, à préparer déjà cette rentrée bien avant le jour J. Parce que quand on n'a pas encore fini de gérer les dépenses inhérentes à cette rentrée, je ne pense pas qu'il soit possible de se mettre à préparer la rentrée d'après. Là, il faut se mettre en cause pour... Parce que là, tout de suite, il y a la question des premières tranches. Oui, il faut se remettre en cause pour dire, mais comment est-ce que j'ai pu faire pour me retrouver dans cette situation de Dieu? Et pour ne pas se retrouver dans cette situation, il faut mieux s'organiser. Il vaut mieux alors se remettre en cause et s'organiser. D'accord. Directeur Zeb Patinvok, quelque chose à ajouter à l'endroit des parents, peut-être, pour aider leurs enfants dans la réussite de l'année scolaire? Je pense que Laurent Tonesque a touché un point qui fait que le système éducatif aujourd'hui est claudique. C'est l'anticipation en toute chose. Donc si dans l'anticipation, on a prévu une bourse scolaire pour son enfant depuis septembre 2022, préparant septembre 2023, c'est plus facile. Et se priver, il faudrait que les parents apprennent à perdre de l'argent pour que les enfants en gagnent quand ils seront en âge de se construire, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure. Pour pouvoir s'occuper d'eux. Pour pouvoir s'occuper d'eux. Parce qu'on fout de l'argent dans les cérémonies ruineuses, on fout de l'argent un peu partout, et puis après, la rentrée est là. Et on est surpris. L'enfant n'a pas demandé à naître. Justement. Et si vous voulez qu'il soit intellectuel, vous l'amenez à l'école, autant lui acheter de roues, qu'il soit paysan, ou bien les clés pour qu'il soit mécanicien, que de l'envoyer à l'école sans lui donner les fournitures. À propos des fournitures, je pense que je vais demander aux parents, comme l'a dit Laurent, bien sûr, vraiment j'étais très à l'aise dans ma peau. En tant qu'instituteur, je n'avais pas tous les moyens pour pouvoir acheter les livres. Effectivement, je faisais ce truc-là avec le voisinage. Pour les enfants. Mais déjà, pendant l'année scolaire, je demandais aux enfants de bien entretenir ce que je les ai achetés de sorte à pour pouvoir changer, faire les trocs. Faire du troc. En l'état, ce n'est pas leur propriété. Non. Ce qui appartient aux voisins, il faut prendre soin de ça. Justement. Même les leurs, mais c'était parfois quand vous achetez ça, bon, c'est papa qui a acheté, c'est mon livre, il se permet d'écrire son nom dessus, il peut s'amuser avec ça et perdre, bien évidemment, à la limite. Je me rappelle, dans le temps, on n'avait pas la possibilité d'acheter les livres. C'était le collège Notre-Dame à Port-Novo. On payait la scolarité à 27 000 et le prêt des livres, 27 000 aussi. Donc, à la fin de l'année, vous retournez les livres. Mais gare à vous, si un est décédé, votre argent est hypothéqué. À la fin de l'année, les prêtres vous retournent votre argent si les livres sont bien entretenus. Sont retournés à la bibliothèque. Donc, c'est dans cette lancée que j'ai identifié quelques voisins dont les enfants sont en avance sur mes enfants et on échangeait.
Ce que je vais demander aux enfants aussi, c'est de savoir entretenir le peu que les parents leur donnent. Leur offrent. C'est ce que je vais dire. Et demander aux parents de les suivre aussi. Et il y a un petit truc que moi je demande aux parents et aux enfants, c'est que quand le cahier reste 5 feuilles, il faut demander à renouveler le cahier. Quand le bic est au tiers, il ne faut pas attendre, en fait. Il ne faut pas attendre que ça finisse. Ce n'est pas au moment de s'asseoir qu'il faut se rappeler qu'on a des fesses. Donc, il faut anticiper. Là aussi, il y a l'anticipation. Bien sûr. Donc, l'anticipation en toute chose. De sorte à ce que cette année donc, soit couronnée de succès, il y a une initiative formidable mise en place. Je pense que ce n'est pas le ministère, si je ne m'abuse. En tout cas, la chose a cours dans un bon nombre d'établissements scolaires depuis hier. On va en parler dans un court instant, directeur, mais pas avant d'avoir parlé des enseignants. Les enseignants, quels conseils à leur prodiguer à l'entame de cette rentrée scolaire? On oublie souvent d'en prodiguer aux enseignants pour parler de conseils. Bon, je leur souhaite beaucoup de courage, de la santé et la détermination. À l'école, l'enseignant accueille et accompagne les apprenants. Il est leur facilitateur dans la quête du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-devenir. Et pour jouer ce rôle de facilitateur, il a besoin de suivre un plan. D'accord. Donc, quel est ce plan-là? D'ailleurs, je fais une greffe à l'État qui a tardé à donner le calendrier scolaire. Ce n'est pas bien. Nous avons le calendrier civil. Mais le calendrier scolaire devait sortir depuis le mois de juillet, dès qu'on a été en vacances. Pour que l'enseignant commence par définir, à part la semaine d'évaluation diagnostique dont dont on va parler tout à l'heure, pour qu'il détermine les périodes d'enseignement-apprentissage et les périodes d'intégration-évaluation. D'accord. Selon un arrêté ministériel. Ce sont des termes techniques, évidemment, sur lesquels on reviendra plus tard. Donc les enseignants comprennent. Et là, après la semaine d'évaluation diagnostique, il faut savoir que je dois déterminer 4 semaines d'enseignement-apprentissage et 1 semaine d'intégration-évaluation. Et au cours de ce premier trimestre, de l'année scolaire 2022-2023, on doit avoir 2 périodes d'enseignement-apprentissage et évaluation et 2 périodes d'intégration et évaluation et une période d'intégration trimestrielle pour réviser tout le trimestre. Ce qui a été fait durant le trimestre. Voilà. Et avant d'évaluer le trimestre. D'accord. Là, on aura évalué 3 fois les enfants au cours du premier. La même chose au cours du deuxième trimestre. Et au dernier trimestre, on est perturbé par les examens blancs et qu'on sort. Il y a une évaluation annuelle et l'année scolaire, les 151 jours sont bien utilisés. Donc, je veux dire que le calendrier scolaire et le calendrier civil permet d'avoir l'outil qu'est le plan de travail annuel dont j'ai parlé. Il faut aussi que le DIP, chaque année, envoie une note de service où l'enseignant doit avoir le matériel que tu me permets de le dire, le tableau d'affichage. Le tableau est l'élément vecteur de l'enseignant. Il y a plusieurs sortes de tableaux. Le tableau d'affichage, le tableau noir, le tableau d'effectifs, le tableau plan de la classe. Différentes sortes de tableaux où l'enseignant essaie de se mirer. Et parlant du tableau d'affichage, il y a les contenus qui lui permettent, le mercurial, la courbe des âges, l'emploi du temps qui doit s'y figurer. Il y a aussi le cahier du CE au CM. L'enseignant doit avoir un cahier d'expression écrite, de compte rendu, où il rend compte avec les élèves. Il y a le cahier de roulement, il y a le cahier journalier, il y a le registre d'appel journalier. Ce fameux cahier de roulement, ça me rappelle des souvenirs. Et il y a un centre de formation qui s'ouvre à l'école primaire, c'est l'éducation physique et sportive. Il faudrait que les directeurs, les enseignants tracent ces terrains-là dès la rentrée, parce que c'est un centre de formation très, très, très important. Et il y a un cahier de leçons. Et au niveau des leçons, je demande du CE au CM2 que les cours, les leçons reçues soient transformées en questionnaires. Voilà. Là, parce que l'évaluation, c'est des questions qu'on pose à l'enfant. On ne lui demande pas de réciter comme un perroquet. Donc, je demande à mes collègues enseignants de transformer les leçons en questions. Plutôt que de demander, c'est ça, aux enfants de venir réciter comme un maïto. Non. Nous y obligeons. Je vais leur demander aussi d'éviter, parce que les enfants sont à notre image, d'éviter le retard. Et s'il devait m'arriver de m'absenter, que je produise une demande à l'administration qu'on m'autorise. Bien, un apprenant n'apprend que quand une activité a fait chose à là. Donc, il faudrait que l'enseignant sache que les enfants, on doit les occuper, comme il a dit tout à l'heure. N'organiser pas la discipline, mais organiser le travail. Donc,
Quand l'enfant est occupé, il n'y a rien à faire. Il n'a rien à faire. Il n'a pas le temps de s'amuser, de bavarder. Je vais demander peut-être à l'État de voir les effectifs en construisant beaucoup d'écoles et éviter de faire sortir les élèves en dehors de l'école, même de la classe, sans que l'administration ne soit informée. On doit le dire aux enfants. Et pour finir, je dirais à mes collègues enseignants qui doivent se constituer comme d'éternels apprenants. C'est important, on ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas d'apprendre. Et il faut répondre de son métier en apprenant au jour le jour. J'ai parlé de l'anticipation. L'exercice que je vais faire tout à l'heure, je dois la relire moi-même. Je dois le traiter. Le traiter d'abord, voilà. D'abord, pour être sûr. Parce résultats. Que quand vous tâtonnez devant l'enfant, et on dit, un peuple manœuvre comme il est encadré. Si, tel qu'il est commandé, si vous-même vous titubez devant les enfants c'est normal que les enfants aussi se mettent à tituber. Il faut un peu de rigueur dans l'accompagnement. Il faut aussi de la souplesse. De temps à autre, de petits chants, de petits amusements pour amuser la galerie, un peu d'étirement. Et puis les enfants vous suivent. D'accord. Et éviter totalement la nervosité. Il faut être le second parent de l'enfant à tout bout de champ. Les questionner, aller vers eux, les assister, les dorloter. Mais une main de fer dans des gants de velours, dit-on. Il ne faut pas les laisser aussi à la dérive. Et il faut toujours les laisser partir à la maison en rang. C'est quand l'enseignant dit aux enfants, rompez les rangs, après avoir pris l'anticipation des activités du lendemain, qu'il est libéré pénalement et civiquement, il est libéré. Je leur conseille vivement. Toute entrée en classe, toute sortie de la classe doit se faire en rang. Autant de conseils donc prodigués par le directeur Euseb Patinvor aux enseignants, puisque c'est important de le faire. Évidemment, une doléance à l'endroit de la diffusion, qu'on puisse avoir un peu plus de 5 minutes pour pouvoir finir rapidement ce plateau. Alors, je poursuis avec vous, Laurent Roland-Tonenquez. Je sais qu'hier, vous étiez sur le terrain justement pour constater le démarrage effectif de la rentrée des classes. Et vous me soufflez tout à l'heure que vous avez bien pu assister à un exercice, disons la chose ainsi, fait donc, dans certains établissements, sinon dans la quasi-totalité des établissements que vous avez eu à parcourir hier, et qui donne à savoir qu'il y a une évaluation donc, auquel sont soumis les enfants. Oui, je crois. À laquelle sont soumis les enfants. Je crois que dans le chronogramme établi par le gouvernement, c'est que la première journée était réservée pour les évaluations diagnostiques. Et donc, je crois que dans toutes les écoles que j'ai pu visiter hier, les élèves étaient tous soumis à cette évaluation diagnostique. Évaluation diagnostique des enfants. Oui, c'est des épreuves. C'est des épreuves, on leur donne des épreuves et donc chacun d'eux prend une feuille pour traiter l'épreuve. En fait, c'est pour savoir... Le premier jour de la rentrée des classes, c'est ça? Oui, c'est pour connaître un peu le niveau des enfants et savoir par quel bout commencer, en tout cas. Il ne faut plus commencer n'importe comment. Quand vous faites une évaluation dès l'entame de l'année, vous savez déjà quels sont les enfants dans la salle qui ont des problèmes, qu'il faut ramener au même niveau que les autres d'abord en faisant certaines choses. Et déjà, même dans les cours d'initiation, il y a déjà... à l'UPE, il y a un par exemple que j'ai pu voir. Les enfants ont déjà commencé la phase d'immersion, bien évidemment, debout, assis, je me lève, je m'assois, tout ça là. Donc, je crois qu'il n'y avait pas eu de temps perdu hier. Aussitôt commencé, contrairement à notre époque, on commence lundi et c'est peut-être jeudi ou bien une semaine après qu'on commence. Une ou 2 semaines même parfois après que la rentrée démarre réellement. Mais là, je crois que depuis hier, tous les enfants sont en situation de classe et tout se passe normalement, donc sont soumis à cette évaluation diagnostique. Évaluation diagnostique donc des enfants, en parlant des enfants, justement, la régie qui nous propose des images d'enfants en situation de classe. Directeur Euseb Patinvor, un mot sur cette initiative, justement, très rapidement. Bon, je pense que Jean-Jacques Bouzou a dit, apprenez à connaître vos enfants, car sûrement vous ne les connaissez pas. L'évaluation, comme son nom l'indique bien, permet, comme l'a dit Laurent, de diagnostiquer les points, les forces et les faiblesses, des apprenants. Voilà, et savoir dans quel centre de formation il est fort, dans lequel il faut le renforcer, parce qu'il doit connaître quand même, il connaît quelque chose. Donc, on doit apprendre à le connaître, on l'apprend à le connaître comme ça, lui-même l'individu, et maintenant, son coefficient intellectuel par rapport à telle activité.
c'est bien de le faire aussi. Ça permet de prendre contact et de savoir si, par exemple, en écriture, il est bien, si en dessin, il est bien, si en mathématiques, il est bien, dans telle discipline. C'est pourquoi on l'appelle évaluation diagnostique. Ce que vous faites aussi. Quand vous allez en reportage, vous voir, vous faites des essais avant de vous mettre avant de se mettre Donc, je pense que c'est le rôle de l'évaluation diagnostique pour s'orienter et anticiper sur les difficultés à venir pendant l'enseignement-apprentissage. D'accord. On est parti dans 2-3 minutes, le temps pour nous peut-être de recevoir si il y en a qui nous suivent en ce moment et qui ont envie de réagir par rapport à tout ce qu'on a dit et faire en plateau aujourd'hui. C'est le 96 76 68 68, 96 76 68 68. Donc, si les amis téléspectateurs ont une ou deux choses à partager avec nous en rapport avec la thématique de ce jour sur l'actu décalé, il s'agit donc de comment réussir l'année scolaire avec le directeur Eusèbe Patimvan et Laurent Roland Tonenkes. On a essayé de prodiguer des conseils donc, aux élèves, aux parents d'élèves, mais également aux apprenants, puisqu'il s'agit justement de ces trois acteurs qui travaillent de sorte à ce que l'année soit couronnée de succès ou non. Parce que le succès de l'enfant est aussi le succès du parent d'élève et est aussi le succès de l'enseignant, directeur Eusèbe Patimvan. Oui. Oui, Laurent. Je crois qu'il y a une chose très capitale qu'il faut demander aux enseignants. C'est vrai qu'en notre époque, il y avait le châtiment corporel. Oui, justement. Aujourd'hui, il y a une loi qui encadre qui l'interdit. Et donc, je voudrais peut-être recommander aux enseignants beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Le directeur Eusèbe parce que vous êtes venu de la nervosité à éviter tout à l'heure. Beaucoup de patience parce que vous êtes venu servir l'État. Le même État a mis en place des dispositions et il vous dit, attention, ne faites pas ça. J'ai pu voir cette enseignante que j'ai vue hier à Zunja 1 avec les enfants du CI, avec toute la patience possible avec laquelle elle apprenait à ses enfants qui venaient à peine de commencer l'école. Comment il faut ça dire, je me lève, je m'assieds, bien évidemment. Et je me suis posé la question de savoir si je pourrais faire ça. Et bien évidemment, parce que moi, je n'ai pas peut-être cette patience en la matière. Donc, je dis aux enseignants, l'enseignement, en tout cas, c'est un sacerdoce. Et donc, hier, tu peux taper l'enfant pour que l'enfant apprenne de force. Nous, on a subi ça. Moi, je sais que j'ai été longtemps chicoté. Et très bien chicoté même. Et ça, très, très bien chicoté. Vous étiez un élève turbulent. Écoutez, on m'a dit, tu dois connaître. Et je sais qu'avec la chicote, ça m'a permis d'être meilleur en dictée dans toute ma commune. Ça passe parfois. Donc, oui, ça passe avec la dictée. Oui, quand je faisais la moindre faute, on me tapait à mort. Et on disait, mais tu as un oncle qui est inspecteur, on ne doit pas te permettre des erreurs. Donc, mais aujourd'hui, même si ton papa est le ministre, c'est-à-dire que même hier, quand même ton papa est ministre, on peut te taper. Mais aujourd'hui, là, attention, même le dernier paysan, si tu te permets de taper son enfant, il va t'enfermer tout simplement parce que la loi interdit. Donc, aux enseignants, la patience. Si quelqu'un pense qu'il ne peut pas avoir la patience nécessaire d'encadrer les enfants, c'est purement et simplement déposer la craie et aller se reconvertir ailleurs pour ne pas subir ce qu'on crée en réalité. Bien sûr. Il y a aussi cette question qui est chère au ministre de l'Enseignement en rapport avec les enseignants, justement, les enseignants alcooliques. Malheureusement, directeur Eusèbe Patimvan, vous en avez certainement connu au détour de votre carrière. Bon, j'ai vu, je n'ai pas été corps à corps avec eux, mais sur cet aspect-là, je dirais que l'enseignant n'a pas de vie privée. Si vous êtes alcoolique, vous n'avez pas votre place dans l'enseignement. Dans l'enseignement, tout simplement. Donc, c'est ce que je vais dire. Je ne dis pas que le ministre a raison, mais quand même, quel état tu veux présenter aux enfants, qui te veut donner un état futur. Justement, si toi-même tu te présentes justement dans un état d'ébriété. Sur la question, moi, je pense qu'au-delà de ce qu'on va sanctionner les enseignants alcooliques, il faut tenir compte de notre réalité sociologique dans une certaine mesure. Et que ces parents-là, qui ont des gens, qui sont enseignants, qui sont alcooliques, ils prennent les dispositions pour les rappeler à l'ordre. C'est la meilleure option. Ça peut se gérer dans la famille aussi, c'est ça? Donc, se gérer dans la famille de ces enseignants, c'est ça? Non, que les parents d'élèves, c'est ça? Les parents de ces enseignants les prennent en charge, les aident à sortir de cette situation, plutôt que de faire de l'emploi. Moi, je pense que dans la déontologie, la morale professionnelle, cela c'est interdit. C'est interdit. C'est comme si Laurent Roland Tonenkes venait je parle plateau. Directeur Patimvan, je parle à un sachant. Vous savez mieux que moi que, en réalité,
Merci. Certains sous-là n'ont pas la volonté d'aller boire pour faire n'importe quoi. Bien sûr. On a compris. Mais vous comprenez à des On a compris, Laurent. Merci beaucoup, directeur Elisabeth Quatinvor. Merci, Laurent Roland-Tonin. Quelque chose à ajouter? Il y a un acteur qu'on n'a pas touché. Très rapidement, oui. C'est l'État. L'État, ok. Moi, je suggère à l'État, je lui dis merci pour les cantines scolaires que je voudrais qu'on généralise. Pourquoi pas dans les écoles privées et qui sont commerçants, bien sûr. Mais je voudrais que l'État prenne en compte et subventionne toutes les écoles. Ne serait-ce que pour le matériel, parce que les enfants dans les écoles privées sont aussi les enfants béninois. Les écoles privées sont des béninois. Donc, vraiment, on subventionne l'école publique, mais on ne subventionne pas les écoles privées. Je sais que certains matériaux, comme les guides et consorts, s'achètent. L'État n'a pas fini de construire les salles de classe. Merci. Non, il faut assister. Que l'État change les hangars en bâtiment avec matériaux définitifs. C'est ça qui va les rendre professionnels et plus actifs. C'était l'actu décalé de ce matin sur Matin d'Éden. Merci au directeur Elisabeth Quatinvor. Merci à Laurent Roland-Tonin. Grand merci à Marcel Yedo pour tous les efforts consentis ce matin pour que ce numéro de Matin d'Éden puisse se tenir sur nos antennes. Agréable suite de journée à chacun et à tous.